DMLA, quels espoirs! Avant de commencer ses consultations à l'hôpital intercommunal de Créteil, le professeur Éric Souillède nous fait une première présentation de cette maladie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la DMLA? DMLA est un acronyme de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Liée à l'âge, on comprend, c'est une maladie qui apparaît à partir de 55 ans. Mais dégénérescence maculaire, c'est une atteinte de la macula. Et la macula, qu'est-ce que c'est? C'est un petit organe de à peine 2 mm² qui est situé au centre de la rétine. Les problèmes visuels causés par la DMLA sont en général de deux types qui peuvent se combiner. Une tache floue ou sombre peut apparaître au centre du champ visuel et on peut aussi constater que des lignes droites sont vues comme courbes. Alors, à nous. Comment allez-vous? Chapeau ou pas, non? En général, on peut le retirer, mais comme vous voulez, comme vous sentez bien. Moi, ça ne me dérange pas. Ben, j'ai un œil qui est... on n'en parle plus, mais il est plus soigné. Puis l'autre, ben, il a l'air d'être stabilisé. Donc, j'ai des loupes dans toutes les pièces. Et puis, je peux pas conduire. Alors là, ça, c'est l'horreur parce que faut toujours être à la merci de quelqu'un. Et puis, ben voilà, non, c'est pas une vie normale. Enfin, comme disait Chateaubriand, la vieillesse est un naufrage. Hein. Mémoire d'outre-tombe. Moi, ça a commencé il y a très longtemps, dans les années 1974, à une époque où la DMLA n'était encore à peine connue et même pas nommée. Ça a commencé par des déformations. Un beau matin, je me suis réveillée et j'ai vu le monde comme un tableau de Picasso. Les gens que je croisais n'avaient plus de jambes, marchaient complètement sur le côté, les réverbères étaient comme des serpents, enfin, des déformations absolument épouvantables. Et je me suis précipitée chez l'ophtalmo, c'était ma première alerte. Alors, si on regarde l'historique dans les traitements de la DMLA, dans les années 70 apparaissent les tout premiers traitements qui sont des traitements au laser, qui consistent à coaguler, à brûler des petites zones de quelques centaines de microns autour de la macula, lorsqu'il y a des néovaisseaux, des vaisseaux anormaux qui apparaissent sur les bords de la macula. Et puis est arrivée, à partir de 2006, une nouvelle ère thérapeutique, l'ère des anti-VEGF. Là, c'est un traitement différent. Ce sont des médicaments que l'on injecte dans le blanc de l'œil. On va inhiber la croissance des néovaisseaux, ces fameux vaisseaux anormaux de la rétine, et puis surtout empêcher qu'ils fuient. On est passé de l'ère d'une maladie quasi incurable où on n'avait pas réellement de traitement efficace à l'ère d'une maladie chronique avec des traitements qui nécessitent d'être injectés à intervalles réguliers. Cachez l'œil gauche, gardez les lunettes, cachez l'œil gauche. Voilà, regardez en direction du tableau. On y va, Madame Lexia. Si, il faut que je vous regarde pour apercevoir qu'il y a de la lumière, mais je ne peux pas lire absolument aucune lettre. Aucune lettre, là? Non. Je vois la lumière, beaucoup de lumière, mais pas de... Et je vois un cas, là. Je suis suivi par le professeur depuis au moins 8 ou 10 ans. J'ai eu un œil, c'était la DMLA. Et puis, justement, on est en train de faire des injections dans l'œil pour arranger un peu l'histoire. Et ça a l'air de marcher très bien. Là, ça va être un peu éblouissant. Essayez de ne pas bouger les yeux. Parfait. C'est parfaitement stable. Oui. Ça n'a pas bougé. Oui. Vous allez attendre quelques minutes pour les lunettes ici. S'il vous plaît. Voilà, et on va s'occuper de vous. Bonjour madame. Les injections d'anti-VEGF se déroulent à un rythme soutenu et selon une organisation bien réglée. Pendant que le médecin s'occupe d'un patient dans une salle, les infirmières préparent le suivant dans la salle d'à côté.
Quand j'ai commencé mes premières études cliniques, la moyenne d'âge des patients était de 73 ans. En cours de route, on est monté à 83. Et aujourd'hui, la moyenne d'âge de mes patients est de 86. D'ailleurs, on la voit, l'augmentation d'espérance de vie. Hein. Voilà, je vais compter jusqu'à 3. Ne bougez pas. 1, 2, 3, c'est terminé. Parfait. Regardez en bas. Le but de ces injections est d'empêcher des vaisseaux sanguins anormaux de se développer sous la rétine, comme le montre ce schéma, car c'est une cause majeure de difficultés visuelles. Tout cela, ça concerne la DMLA exudative, la DMLA humide. C'est tout ce que l'on a vu. Il y a à côté de cela la DMLA atrophique, dite sèche, pour laquelle aujourd'hui on n'a pas de traitement. Et c'est ce sur quoi on travaille et qui devrait aboutir dans les années à venir. Alors moi je suis atteinte d'une DMLA dite atrophique ou sèche. Donc c'est très différent, je n'ai pas d'injection. Moi il y a 5-6 ans que je me suis aperçue que j'avais un manque au niveau surtout de la lumière, de la clarté. J'étais gênée lorsque je voyais moins. La nuit tombait, tout ce qui s'ensuit. Je suis atteinte aux 2 yeux et je vois de moins en moins. Et il faut vivre avec, mais ce n'est pas simple, ça pose beaucoup de problèmes dans la vie courante. C'est compliqué le dialogue avec les gens puisque on voit, c'est pas qu'on ne voit pas, mais toute la vision fine est atrophiée. Alexandre Pedignelli fait lui aussi partie de l'équipe soignante de l'hôpital intercommunal de Créteil. Alors ici, je vous montre le cas d'une patiente qu'on suit depuis de nombreuses années pour une DMLA atrophique. On voit très bien les plages d'atrophie sur ce cliché qui est un cliché en autofluorescence. Toutes les zones noires, c'est des zones où malheureusement la rétine est atrophique, très abîmée. Et habituellement, les gens ont tendance à penser qu'il n'y a pas de traitement, qu'il n'y a pas de prise en charge particulière pour la DMLA sèche. Et néanmoins, cette patiente, on la suivait de près et on a bien fait, puisqu'un jour, elle a développé des néovaisseaux sur sa DMLA sèche. C'est-à-dire qu'elle a développé une DMLA humide sur une DMLA sèche. Quand une baisse d'acuité visuelle se produit, il faut vraiment se présenter rapidement aux urgences pour administrer le traitement le plus vite possible et permettre la récupération maximale. La décision thérapeutique et la prise en charge du patient est totalement dépendante de l'imagerie maculaire. Les techniques d'imagerie évoluent très vite. Elles permettent d'examiner au micron près la rétine dans toute son épaisseur et dans différents plans, avec ou sans injection de colorants fluorescents. On peut aussi mettre en évidence les nouveaux vaisseaux anormaux et la manière dont ils créent des œdèmes sous la rétine. Cette partie de la rétine est normale, et cette partie de la rétine est franchement anormale. Donc ça, c'est son examen du jour, après les injections mensuelles pendant 3 mois. Et on voit que l'examen s'est franchement normalisé. Si je compare entre avant et après, avant, il y avait donc du liquide sous la rétine et dans la rétine. Et aujourd'hui, on voit que le liquide a complètement disparu, la rétine s'est bien appliquée. Il reste par contre un petit décollement de l'épithélium pigmentaire qui est ici, qui est là où en fait se trouve le néovaisseau. Ce qui fait baisser l'acuité visuelle de ce patient, c'est quand ce néovaisseau devient actif. Et si ce néovaisseau redevient actif, on le retraitera et on se proposera de refaire des injections d'anti-VEGF. Moi, je fais partie des patients qui ont la chance de pouvoir être traités. Et depuis 6 ans, je suis traité par des injections intraoculaires, ce qui m'a permis de regagner de l'acuité visuelle, puisque sur l'œil gauche, j'avais perdu énormément, j'avais moins d'un dixième, et par les injections sur une période, alors bien sûr on fait ce qu'on appelle le yo-yo, on regagne, on perd, on gagne, on repère, mais la tendance a été positive et ça m'a permis d'avoir aujourd'hui 7 dixièmes, ce qui est une acuité tout à fait acceptable. Voilà. Marc Joubert est aussi le président de l'association DMLA qui organise aujourd'hui son assemblée générale annuelle. Cette association a développé 15 antennes régionales et regroupe environ 1800 personnes atteintes de DMLA. Elle est administrée par des bénévoles comme Jacqueline Coll et Michel Zerbib. On a un comité scientifique qui est constitué de médecins qui s'occupent spécialement de cette maladie et donc ils nous tiennent au courant régulièrement. Moi j'ai beaucoup d'espoir dans les progrès scientifiques qui peuvent advenir. La DMLA concerne environ 1 million de personnes en France et un très gros effort de recherche est nécessaire pour progresser dans l'efficacité des soins à leur apporter.
Nous allons ainsi rendre visite à 4 chercheurs qui travaillent à l'Institut de la Vision dans des domaines très différents mais tous liés à la DMLA. Je suis Alain Chelota, je dirige une équipe de recherche à l'Institut de la Vision qui s'intéresse au développement du cerveau et du système visuel. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des molécules qui vont permettre de bloquer le développement anormal des vaisseaux dans la DMLA. Et pour cela, on s'intéresse à des molécules que l'on sait jouer un rôle dans le développement normal des vaisseaux. Effectivement, on a trouvé qu'une molécule appelée SLIT, qui contrôle le développement normal des vaisseaux, est aussi importante pour le développement anormal, la prolifération des vaisseaux dans la DMLA. Et donc ce qu'on essaie de développer maintenant, ce sont des médicaments qui vont bloquer la fonction de cette molécule-là. Et l'idée, c'est d'avoir en fait une autre arme, un autre moyen de bloquer le développement vasculaire indépendamment des anti-VEGF pour lesquels certains patients sont résistants et d'autres le deviennent. Et à plus long terme, l'équipe aimerait bien apprendre à la rétine à produire elle-même de tels anticorps, ce qui éviterait de faire des injections régulières. Je m'appelle Olivier Gouraud, je dirige une équipe ici à l'Institut de la Vision qui travaille sur le développement et la régénération de la rétine. Ici, on voit sur ce petit schéma cette particularité de la rétine humaine, la macula, où sont les photorécepteurs de type cône qui servent à la vision de tous les jours, aux tâches classiques, de conduire, de lire, etc. En fait, il va y avoir une perte de ces fameux épithélium pigmentaire qui fait face aux photorécepteurs. Et donc, la stratégie de la thérapie cellulaire, c'est de remplacer ces photorécepteurs ou cet épithélium pigmentaire. L'équipe espère démarrer un essai clinique de remplacement de l'épithélium en 2018. Mais pour les photorécepteurs, ce sera beaucoup plus complexe. Donc en fait, c'est des neurones photosensibles donc qui captent la lumière. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va les transplanter, il faut qu'ils arrivent à capter la lumière, donc que ce soit ce qu'on appelle les photorécepteurs matures, mais en plus, il faut qu'ils arrivent à se reconnecter au reste de la rétine pour, une fois qu'ils ont capté la lumière, retransmettre l'information à la rétine restante qui après envoie l'information au cerveau. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'une simple transplantation d'un épithélium qui est juste, comme on en a discuté avant, une monocouche de cellules. Non, je sais pas si je pense que c'est quelqu'un. Je suis Thierry Léveillard, je suis directeur de recherche à l'INSERM et responsable du département de génétique de l'Institut de la Vision. Il y a 2 types de génétique des maladies héréditaires. Les maladies, disons, rares, qui font intervenir une mutation dans un seul gène qui donne une atteinte visuelle, alors que la dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie polygénique où, en fait, il y a un certain nombre de gènes qui sont légèrement déficients et qui, collectivement, vont donner la pathologie. L'étude qui a permis d'identifier 34 gènes de susceptibilité qui sont en fait des gènes à risque pour la pathologie sont représentés ici dans un graphe qui s'appelle Manhattan Graph. On comprend bien pourquoi Manhattan, où les 34 gènes sont identifiés par les lignes ascendantes qui représentent en fait leur identification. Cette étude a porté sur 34 000 personnes et elle prouve qu'il n'est pas possible d'envisager une thérapie génique comme on peut le faire pour certaines maladies rares qui sont causées par la mutation d'un seul gène que l'on peut tenter de réparer. Il faut plutôt en revenir au rôle principal de l'ADN. Il code des protéines qui jouent un rôle crucial dans l'organisme. En identifiant ces protéines, on peut essayer de mettre au point des médicaments qui viendront les remplacer. Les rapports directs avec la vision sont en fait assez rares parmi tous ces gènes. Il y en a beaucoup qui sont liés au système immunitaire. Donc on voit bien qu'il y a une dimension inflammation. Et d'autres gènes qui sont liés au métabolisme. Je m'appelle Florian Senlob et je dirige une équipe à l'Institut de la Vision qui s'intéresse surtout à la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc nous observons que dans les malades qui ont la forme sèche, il y a une infiltration de cellules immunitaires exagérée et on pense qu'il y a un rôle négatif de cette inflammation trop forte dans la pathologie de la forme sèche. Donc on observe avec l'âge que les gens accumulent des débris sous la rétine qui s'appellent les drusènes. Tout le monde a ça avec l'âge. Et normalement, les cellules immunitaires arrivent à contrôler ces accumulations. Donc ils enlèvent de ces accumulations et c'est très bien. Certains patients ont des cellules immunitaires trop agressifs et du coup, ce rôle bénéfique peut devenir un rôle négatif où en fait l'effet de leur présence est néfaste pour les photorécepteurs.
Alors effectivement, il y a des anti-inflammatoires depuis longtemps. Et ils n'ont pas l'air d'avoir un effet très fort pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et c'est probablement parce que ces anti-inflammatoires, comme les stéroïdes ou l'aspirine, ils jouent en fait que sur une partie de l'inflammation et à des parties très précises. Et l'inflammation qui est trop forte dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge n'est pas traitée avec les traitements actuels. En fait, il faudra développer d'autres anti-inflammatoires qui interagissent plus spécifiquement avec les mécanismes qui nous intéressent. La recherche avance dans tous les pays, comme on a pu le voir au congrès Maculart, organisé à Paris en juillet. Des dizaines d'équipes venues du monde entier ont présenté leurs travaux les plus récents sur des thèmes très variés, mais tous liés à la macula. À côté des facteurs génétiques impliqués dans la DMLA, il y a quelques facteurs environnementaux. Le tabac, qui augmente sérieusement le risque de DMLA, multiplié globalement par 4, et la nutrition. Cette prise en compte de la nutrition repose sur de réelles bases scientifiques. À Dijon, le Centre des sciences du goût collabore avec son voisin, le Centre hospitalier universitaire, dont le service d'ophtalmologie est dirigé par le professeur Catherine Creusot-Garchet. Alors quand on veut faire de la recherche clinique, on a plusieurs modes d'entrée. Le plus simple, c'est d'entrer par le biais de ce qui est observé dans la population générale. Donc on a à Dijon la possibilité d'avoir accès à une étude de cohorte qui est issue de l'étude des 3 cités, qui a inclus il y a une dizaine d'années des patients qui étaient âgés de plus de 70 ans et qui ont été suivis pendant une dizaine d'années. Et à l'issue de ces 10 ans, on a regardé ce qui se passait au niveau oculaire et donc on a évalué le vieillissement oculaire. À partir de ces résultats, on arrive à identifier un certain nombre de facteurs de risque qui confirment en fait ce qui a été retrouvé dans d'autres études épidémiologiques, et en particulier le poids potentiel ou le rôle que peuvent jouer les facteurs nutritionnels dans des différents types de vieillissement comme la DMLA. Lionel Brétillon dirige le Centre des sciences du goût. Notre intérêt tout particulier se porte sur les liens entre l'alimentation et la richesse de l'alimentation en lipides et la DMLA. Donc ces travaux sont issus en particulier d'études qu'on appelle épidémiologiques qui ont été menées dans les années 90, à la fois aux États-Unis, en Australie ou en Europe. Ces études ont montré que au plus vous aurez une consommation importante d'acides gras qu'on appelle oméga 3, au plus vous serez protégé contre le développement de la DMLA. Mais les équipes de recherche veulent aller plus loin et comprendre en détail les mécanismes qui entrent en jeu dans les rapports entre les lipides et la rétine. Ici, par exemple, la rétine d'une souris qui a reçu des apports très précis en lipides peut être préparée et ensuite analysée. Après avoir déposé l'échantillon, on va faire ce qu'on appelle donc une séquence de travail. On va programmer à partir de l'ordinateur la gestion du chromatogramme en phase gazeuse. Cette analyse très fine, qu'on appelle chromatographie, permet de connaître la quantité précise de tous les différents lipides que contient l'échantillon. On peut ainsi analyser toute une variété de produits, alimentaires ou autres, y compris des échantillons sanguins de patients suivis au centre hospitalier pour des pathologies de la rétine. Donc on parle également de vitamines qui protègent de la DMLA, mais également un type de molécules qu'on retrouve dans les fruits et les légumes, en particulier dans les légumes verts ou dans les agrumes, qu'on appelle les caroténoïdes, donc la lutéine et la zéaxanthine. Elles sont présentes par exemple dans les épinards, les brocolis et le poireau, mais aussi dans les jaunes d'œufs ou le maïs. Donc cette lutéine et cette zéaxanthine qui justement créent ce pigment jaune au fond de la rétine. Et en fait, il faut bien voir que cette lutéine et cette zéaxanthine, en fait, qui sont présentes naturellement dans la rétine, sont comme en fait des lunettes de soleil pour la rétine, puisque finalement, elles vont filtrer les radiations lumineuses, en particulier les radiations bleues du spectre lumineux, qui sont les plus toxiques pour la rétine. Une étude de 2014 a montré qu'en Europe, 68% des ophtalmologistes font à leurs patients des recommandations sur leur régime alimentaire. C'est la preuve qu'ils prennent très au sérieux les recherches menées sur la nutrition. Ce qu'on va appeler l'environnement, et en particulier
la nutrition, c'est juste un facteur parmi d'autres. Donc il a fallu, pour mesurer le poids de la nutrition, être capable d'identifier les autres facteurs de risque, en particulier les facteurs génétiques, et ceux-là, ils sont relativement récents. Donc maintenant qu'on est bien capable de caractériser le mieux possible cette maladie multifactorielle, on essaye de mesurer le poids respectif de la génétique, de la nutrition, du tabac et probablement d'autres facteurs que l'on n'a pas encore identifiés. Si de gros espoirs portent sur la recherche, on peut aussi espérer aider les patients à garder le plus d'autonomie possible en leur proposant des programmes de rééducation. C'est le travail d'orthoptistes ou d'ergothérapeutes comme Aurélie Charles et Anne Fay-Gaudissart que nous avons rencontrés au service d'ophtalmologie de Dijon. Non, T. Voilà, toujours bien en regardant sur le côté gauche. Ici. Oui. C. Oui. Et le chiffre, vous arrivez à le reconnaître? C'est pareil, on se met un petit peu sur le côté. Non. Non. Non, ça c'est petit. Là, vous n'avez pas vos lunettes en plus. Mais de toute façon, elles ne vont plus, mes lunettes. L'objectif, ça va être en fait d'apprendre aux patients à regarder autrement. Donc on va apprendre aux patients à regarder sur le côté des choses pour pouvoir en fait arriver à percevoir plus de choses pour tomber sur une zone de la rétine qui est saine. Et on peut tout à fait travailler avec des DMLA atrophiques ou des DMLA exudatifs. La difficulté en fait principale que les personnes quand elles ont une DMLA, quand elles viennent nous voir, c'est qu'elles vont dire je peux plus reconnaître les visages. Reconnaître un visage, c'est vraiment du détail fin. C'est vraiment, c'est vraiment de la vision des détails fins. Je suis dans le brouillard et par contre, depuis que je viens en rééducation, ils m'ont appris, ces dames m'ont appris à me débrouiller différemment. Il faut que je sois un petit peu autonome quand même. Hein. C'est vrai que les troubles de la vue, souvent il y a des incompréhensions de l'entourage parce que ça se voit pas dans vos yeux que vous êtes malvoyant. Non. Donc du coup, l'entourage peut dire, tu dis que tu vois rien puis tu fais ça. Oui. Donc vraiment, j'ai eu souvent la réflexion. Hein. L'écriture, c'est un geste qui est vraiment automatisé par le cerveau et que même si eux ils peuvent plus se relire, nous en fait on peut les relire. Et donc souvent je leur dis écrivez-moi des choses, n'importe quoi, mais sans me dire ce que vous écrivez. Et moi le fait que je puisse relire, c'est ah bon, vous arrivez à me relire. Souvent c'est ça les réflexions qu'on nous donne. Un des principes de rééducation dans la DMLA, c'est de redonner confiance. La vision en fait souvent quand on a une DMLA, c'est je vois plus donc je peux plus rien faire. Donc l'idée c'est aussi de développer les autres stratégies, des stratégies multisensorielles, donc tactiles. Les pièces ont été faites de manière à ce qu'une personne, même en cécité totale, donc dans le noir total, puisse les reconnaître. Alors, tenez, celle-ci, est-ce que vous reconnaîtriez quelle pièce c'est? C'est 1 euro. Alors, celle-ci, c'est 2 euros. Ah bon, voilà, en plein dedans. Oui, mais c'est parce que visuellement, c'est très compliqué à faire. Je vais vous demander de passer l'ongle sur le pourtour de la pièce et vous allez me dire ce que vous sentez. Donc, appuyez bien. Est-ce qu'il crans? Des petits crans? Oui, il y a des petits crans, tout à fait. La pièce de 2 euros, c'est la seule qui a des petits traits comme ça, des petits crans sur tout le pourtour. Ah ça je savais pas. Ah bah oui, c'est pour ça que vous venez nous voir. Voilà. Et le suivi des patients comprend aussi la mesure régulière de leur acuité visuelle pour leur permettre de toujours avoir les lunettes les plus adaptées à leur vision. Car comme on l'a compris, le diagnostic de DMLA est souvent le début d'une longue histoire. On est sorti du stade où il n'y avait pas de traitement, la maladie incurable, à une maladie chronique. Une maladie chronique dans laquelle on a affaire à des patients 3e âge qui viennent tous les mois ou toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois, mais enfin en tout cas à intervalles très réguliers. Et quand on fait ça depuis plus de 10 ans, forcément ça crée des liens avec des patients. Et puis d'une fois sur l'autre, forcément on ne parle pas que des yeux. Ce lien est d'autant plus important que cette maladie cause beaucoup d'anxiété chez les patients, même si elle ne les rend pas aveugles. Les bénévoles de l'association DMLA se donnent aussi pour rôle de chercher à diminuer ces angoisses. Comme ici, Brigitte Vassal, qui tous les lundis matins vient dans la salle d'attente parler à des patients. Est-ce que ça vous aide quand vous essayez de cacher votre mauvais œil, de lire avec l'œil droit? Alors notre travail à nous aussi, les bénévoles, consiste à aider les gens à faire une espèce de deuil et de leur dire, de leur faire comprendre qu'avec la DMLA, bien sûr, on ne fera plus les choses comme avant, on les fera moins vite, qu'il faut trouver des petites astuces pour contourner les obstacles, mais qu'on peut toujours continuer à faire des choses, que la vie continue. Enfin, il faut vraiment c'est là aussi qu'on essaye de les aider,
apporter du réconfort et de l'espoir et puis les booster un petit peu. On a fréquemment des appels téléphoniques de gens très désespérés, limite dépression. Bon, on s'attache, bien qu'on soit comme eux, à leur dire, bien écoutez, il y a encore du soleil, il y a encore un peu de joie de vivre, profitez de vos enfants, de votre mari, essayez de vivre le mieux possible sans trop s'arrêter à cet handicap. C'est un véritable handicap. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/à vous de voir avec des tirets. Auteur-réalisateur Philippe Dorizon, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV, avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet. Production Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Responsable du programme Thierry Chiabrero, Patricia Corfi. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.